Le Loup de Wall Street, le film qui a ébranlé les fondations de Wall Street et fasciné le public du monde entier. Aujourd'hui, on plonge au cœur du chef-d'œuvre de Martin Scorsese pour dénicher ces détails cachés, ces petites pépites qui ont pu t'échapper lors de ton premier visionnage. Prépare-toi à replonger dans les aventures de Jordan Belfort, magistralement incarné par Leonardo DiCaprio, et à découvrir des secrets, des symboles et des anecdotes qui rendront ton prochain visionnage encore plus savoureux. Dans le monologue d'ouverture, Jordan Belfort raconte au public la quantité ahurissante de drogue qu'il consommait chaque jour. Il se vante de prendre de l'Adderall, du Xanax, de la marijuana, de la cocaïne, de la morphine et 10 Quaaludes quotidiennement. Il y a pourtant un petit détail qui passe facilement inaperçu. L'Adderall n'a été commercialisé qu'en 1996, soit 7 ans après que Jordan a fondé sa société et 4 ans après sa mise en examen. Même avec tout le talent d'un réalisateur, les meilleurs films finissent toujours par contenir de petites erreurs de continuité. Martin Scorsese a délibérément glissé des incohérences au montage pour souligner à quel point les personnages sont paumés sous l'effet de la drogue. Par exemple, on voit Brad prendre le stylo de Jordan dans la scène du restaurant, mais au plan suivant, Brad reprend le même stylo. Dans la scène où Teresa surprend son mari dans la voiture avec Naomi, elle claque la portière. Quelques instants plus tard, elle claque de nouveau cette même portière. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que Scorsese emploie cette technique. Dans Shutter Island, également porté par Leonardo DiCaprio, il s'était servi d'erreurs de continuité pour accentuer la paranoïa du protagoniste. Scorsese est souvent perçu comme un réalisateur classique qui n'aurait recours aux effets générés par ordinateur qu'en cas d'absolue nécessité. Mais ces dernières années, le cinéaste oscarisé a de plus en plus adopté les effets visuels, glissant de la CGI dans bon nombre de ses films récents. Même si certains spectateurs reprochent à des effets superflus, dans le cas du Loup de Wall Street, ils sont si bien exécutés qu'il est impossible de les repérer. La dernière scène, où Jordan Belfort joue au tennis en prison, semble bien réelle, alors qu'elle a été assemblée à partir de plusieurs prises. Dans la scène où Jordan montre la mallette pleine d'argent au banquier suisse corrompu Sorel, tout ce qu'on aperçoit par la fenêtre a été réalisé sur fond vert. Et la séquence où Jordan et Naomi marchent vers leur yacht en Italie paraît authentique, mais elle a en réalité été tournée en studio. Quand Donnie voit l'un de ses collègues nettoyer son aquarium au lieu de bosser, il humilie Papillon en avalant le poisson rouge devant tout le monde. Le poisson a beau paraître vrai, beaucoup de spectateurs supposent que c'était de la CGI ou un animatronique. Après tout, si un acteur avait vraiment gobé un animal pour une scène, les associations de défense des animaux auraient poussé les hauts cris. Pourtant, c'était bel et bien un vrai poisson que Jonah Hill a mis dans sa bouche. Hill voulait carrément l'avaler pour donner de l'authenticité à la scène, mais on ne le lui a évidemment pas permis. Il a donc gardé le poisson dans sa bouche pendant 3 secondes avant de le remettre dans l'aquarium une fois le coupé lancé. Quand des personnages sniffent de la cocaïne dans un film, les acteurs utilisent d'ordinaire un mélange de lait en poudre et de bicarbonate de soude. Comme ce mélange ne fait pas illusion en gros plans, des films comme Scarface ne le montrent que de loin. Mais comme Scorsese tenait à multiplier les gros plans, il a dû trouver un autre matériau. Il a finalement opté pour l'inositol, une vitamine sucrée que l'on trouve dans les reins et le cerveau des mammifères. Pour échapper au FBI, Jordan Belfort engage un ancien policier du nom de Bo Dietl comme détective privé. Même si plusieurs personnages ont été inventés pour le film, Bo Dietl a bel et bien existé. Il a été chef de la sécurité de Belfort et son détective privé pendant plusieurs années. Et qui interprète Bo Dietl à l'écran? Curieusement, c'est Bo Dietl en personne. Ce n'est pas sa première collaboration avec Scorsese. Il jouait déjà un policier dans Les Affranchis et un chef mafieux dans The Irishman. Après que Donnie a manqué de respect à la femme de Brad, les deux hommes se lancent dans une dispute qui dégénère vite. Brad met Donnie au tapis d'un coup de poing bien placé. Pendant le tournage, Jon Bernthal, qui incarne Brad, a d'abord donné un faux coup de poing à Jonah Hill, ce qui sonnait faux et n'a pas plu à Scorsese. Après plusieurs prises, le réalisateur a demandé à Bernthal de frapper Hill pour de vrai. Comme Bernthal fait de la boxe pendant son temps libre, Hill craignait de morfler. Après le tournage, il a pourtant avoué que c'était l'une de ses scènes préférées de toute sa carrière. Le plan se coupe juste après le coup, car le dentier de Hill a valdingué hors de sa bouche. Ce film contient une quantité phénoménale de gros mots. Il occupe d'ailleurs la première place de l'histoire du cinéma pour le nombre d'emplois du mot « fuck », 539 fois en seulement 190 minutes. Cela dit, c'est Swearnet qui détient le record pour un long métrage non scénarisé, avec plus de 900 occurrences du mot. Quand Donnie rencontre Naomi, la future femme de Jordan, il est tellement scotché par sa beauté qu'il se met à faire des gestes plutôt déplacés en pleine fête. Fait amusant, aucun des autres acteurs ne savait que Jonah Hill allait faire ça. Leurs mines gênées et horrifiées sont donc parfaitement authentiques. Comme le sexe de Donnie n'apparaît qu'un bref instant à l'écran, les spectateurs se sont longtemps demandé s'il était réel. Vu la façon dont Jonah Hill s'est donné corps et âme aux excentricités de Donnie, et vu les nombreuses scènes de nu du film, on pourrait facilement le croire. En réalité, ce n'était qu'une prothèse. Dans la scène d'ouverture, Jordan raconte qu'il conduisait une Ferrari Testarossa à l'époque où il était courtier. Alors qu'on le voit au volant d'une Ferrari rouge, il précise que la voiture était en fait blanche. Comme Belfort souligne lui-même cette petite erreur, la plupart des spectateurs passent à côté d'une autre incohérence. Bien que la scène soit censée se dérouler en 1984, ce modèle de voiture n'a été fabriqué qu'en 1992.
Et ce n'est pas le seul hic avec ce véhicule. Dans une autre scène, quand Jordan se rend chez Naomi, il conduit une Ferrari Testarossa de 1982, un modèle qui n'existait pas davantage à l'époque. Non seulement la voiture change de modèle, mais aucun ne colle à la période représentée. Pendant le tournage de la scène de l'avion, Scorsese s'est rendu compte qu'il avait oublié de filmer un plan du panneau « Attachez vos ceintures ». Il a d'abord craint de devoir reconstruire tout le décor pour une prise de 2 secondes, histoire d'assurer la continuité. L'un de ses superviseurs lui a alors suggéré d'utiliser un extrait d'une vraie vidéo de sécurité aérienne. Quand Scorsese l'a visionné sur le téléphone de son collègue, il a accepté et l'a intégré au film. C'est la première fois que le réalisateur utilise des images tournées avec un iPhone dans l'une de ses productions. Personne ne pourra nier que le loup de Wall Street dépeint Jordan Belfort sous un jour peu flatteur. À le voir tromper sa femme à répétition, la frapper au ventre et escroquer des milliers de gens, difficile d'imaginer personnage plus détestable. Dans ces conditions, on pourrait croire que le vrai Jordan Belfort aurait préféré rester à l'écart du projet. Pourtant, Scorsese est parvenu à le convaincre de faire une apparition. Quand le personnage de DiCaprio arrive à son séminaire de motivation, c'est le vrai Jordan Belfort qui le présente en personne. Après avoir entendu Jordan marmonner « Venise » dans son sommeil, Naomi lui jette de l'eau au visage et l'accuse de la tromper. Quand elle lui demande avec qui, Jordan hurle. Naomi lui répond par une réplique qui pourrait te dire quelque chose. C'est une citation directe du classique de Michael Mann, Heat. Dans cette scène, le personnage d'Al Pacino, Vince Anna, interroge Alan Marciano, joué par Hank Azaria, et lâche un nom au hasard pour jauger la réaction du suspect. Les équipes de tournage aiment parfois glisser des private jokes dans un film, voire des clins d'œil à leurs propres membres. Dans le centre commercial, on aperçoit une enseigne Robert Mancuso Accounting, un hommage à Bobby Mancuso, l'assistant caméra de la production. Mais ce n'est pas la seule référence à l'équipe. Quand Jordan Belfort se fait interroger par le FBI sur son yacht, il tend à l'un des agents la liste des invités de son mariage avec Naomi. À première vue, rien d'étrange, mais si on regarde bien les noms, ils appartiennent en réalité à des gens qui ont travaillé sur le film. Kelly Criben était superviseuse de post-production, Daniel Fine était deuxième assistant caméra et Wade Sullivan faisait partie de l'équipe des costumes. Il se passe tellement de choses au mariage de Jordan et Naomi qu'il est difficile de tout remarquer. Pourtant, en tendant bien l'oreille pendant la cérémonie, on entend le chanteur interpréter le thème mythique de James Bond, Goldfinger. Ce choix musical est un clin d'œil au vrai mariage de Jordan Belfort où l'on avait joué Nobody Does It Better, le thème de l'espion qui m'aimait. Autre anecdote savoureuse, la chanteuse du mariage était Sharon Jones, une célèbre vocaliste de funk nommée au Grammy. Elle s'est malheureusement éteinte en 2016 d'un cancer des voies biliaires, ce qui fait du loup de Wall Street sa dernière apparition au cinéma. Dommage que la plupart des spectateurs ne l'aient pas remarqué. Dans une autre scène, quand Jordan et Donnie évoquent l'idée d'engager des personnes de petite taille pour animer une fête, ils s'inquiètent de se faire poursuivre en justice si l'une d'elles se blessait. Jordan dit à ses employés de traiter ces artistes comme l'un des leurs, ce qui pousse toute la salle à scander une phrase bien précise. Cette réplique est un renvoi direct au film culte de 1932, Freaks, dont bon nombre des personnages principaux étaient de petite taille. Dans Freaks, justement, Olga Baklanova incarnait Cléopatra, la trapéziste. Fait curieux, en 1929, Baklanova avait tourné dans un autre film centré sur un courtier sans scrupules qui ruine ses amis à force de combines pour s'enrichir vite fait. Le titre de ce film, The Wolf of Wall Street. Martin Scorsese a l'habitude de faire des caméos dans ses propres films. Pourtant, si on décortique chaque plan du loup de Wall Street, il est quasi impossible de le repérer physiquement. La raison ? Il est bien présent dans le film, mais pas à l'écran. Scorsese a prêté sa voix à John, le tout premier client à qui Jordan Belfort tente de fourguer des penny stocks à Long Island. Hello John, how you doing today? Comme la voix du personnage est un peu étouffée et déformée, on saisit mal ce qu'il dit, mais en tendant l'oreille, on reconnaît son accent new-yorkais bien à lui. Dans une scène intime entre Naomi et Jordan, un petit détail passe facilement à la trappe. La plante des pieds de Leonardo DiCaprio est visiblement humide. La raison ? Rocky, le chien de Naomi, saute sur le lit et se met à lui lécher les pieds. Pendant le tournage, Scorsese a eu un mal fou à faire monter le chien sur le lit au moment précis, ce qui était pourtant crucial pour la scène. Plutôt que de renoncer à la prise, il a décidé d'enduire les pieds de DiCaprio de foie de poulet et de pâté pour chien, histoire d'être sûr que le petit chien grimpe sur le matelas et boucle le plan. Cette actrice n'apparaît que quelques minutes dans tout le film, elle s'appelle Fran Lebowitz, et l'ironie du sort veut qu'elle ait longtemps incarné la juge Janice Goldberg dans New York, Police Judiciaire. Certaines des scènes les plus drôles du film sont celles qui montrent à quel point Jordan Belfort et sa bande planèrent. Ce qui pourrait te surprendre, c'est que la plupart de leurs pitreries ont en réalité été improvisées, ce qui se devine aux petites pauses et aux ruptures de rythme quand ils discutent entre eux. Il y a une petite erreur difficile à repérer dans la scène du déjeuner entre Jordan et son ami Donnie. Donnie pose une question à Jordan qui lui répond. Mais si on regarde bien, les lèvres de DiCaprio ne bougent pas du tout au moment où il prononce sa réplique.
Tout porte à croire qu'elle a été ajoutée après coup, au montage. Pendant le tournage de la fameuse scène de Steve Madden, Steven Spielberg est passé sur le plateau. Contre toute attente, il a fini par co-réaliser la scène sans jamais être crédité officiellement. Spielberg a conseillé les acteurs et suggéré certains angles de caméra. L'inoubliable scène où Matthew McConaughey se tape rythmiquement la poitrine a été entièrement improvisée. Ce geste faisait partie de son rituel personnel pour se mettre en condition avant de tourner. L'hésitation de Leonardo DiCaprio dans la scène, soulignée par le regard qu'il lance à Scorsese pour quêter son approbation, ajoute une touche humaine et spontanée à la performance. McConaughey lâche aussi le mot Fugazi 3 fois de suite, un clin d'œil à son film de 2012, Mud, dans lequel l'un de ses partenaires portait un t-shirt floqué de ce mot. Dans la scène où Jordan rencontre le banquier suisse Jean-Jacques Sorel, Jordan est cadré avec le lac Léman en arrière-plan, tandis que le banquier se tient devant un aquarium, une manière de symboliser que Belfort est un gros poisson en train de négocier avec un petit poisson. Jordan use d'une tactique de silence quand il présente les penny stocks à ses clients. Il les laisse parler en premier pour prendre l'ascendant psychologique. Plus tard, il ressort la même technique en tentant de soudoyer les agents du FBI. Pendant la visite du FBI sur son yacht, Jordan suggère aux agents d'enquêter sur de plus grosses sociétés et mentionne les valeurs technologiques et les CDO, les obligations adossées à des dettes. Ces deux éléments ont été les principaux responsables de la bulle Internet du début des années 2000 et du krach immobilier de 2008. Le loup de Wall Street fourmille aussi de références au monde réel. Dans l'appartement de Jordan, on aperçoit le célèbre Lipstick Building, siège du fonds d'investissement de Bernie Madoff, l'homme derrière la plus grande escroquerie pyramidale de l'histoire. Steve Madden est l'un des rares vrais noms à ne pas avoir été changé pour le film. Il est joué par Jake Hoffman, le fils du légendaire Dustin Hoffman. Fait amusant, Jake a lui aussi décroché un rôle dans un autre film de Scorsese, The Irishman. La publicité télévisée de Stratton Oakmont, qu'on voit au début du film, est un hommage direct au spot culte du Dreyfus Fund de 1958, célèbre pour leur majestueux lion, symbole de puissance financière. Et voilà, on arrive au terme de cette plongée passionnante dans les détails cachés du loup de Wall Street. J'espère que tu auras savouré ce voyage au cœur de la finance débridée et de l'ego démesuré de Jordan Belfort. À toi de jouer maintenant. C'est quoi ton moment préféré du loup de Wall Street? Écris en commentaire le nom du prochain film que tu aimerais qu'on analyse. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de laisser un pouce bleu et de la partager avec tes amis passionnés de cinéma. Et surtout, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines analyses de grands films. Merci encore d'avoir été là et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.